du pied droit ouvre les portes du paradis. C'est hallucinant, quelle folie. Elle en tombe à terre et nous on n'est pas loin d'en tomber à terre aussi, Mathieu. C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense, Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres, elle savoure. Moment historique, Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fénéon, on se retrouve évidemment ce mardi soir pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, l'émission qui revient sur l'actualité sportive et non, pas ce soir comme la semaine passée. On va pouvoir aborder toute autre chose avec, comme d'habitude, je suis entouré de vaillants et bons chroniqueurs en ce mardi soir. Loïc, qui nous fait la gentillesse d'être là. Comment tu vas, Loïc ? Très content d'être là ce soir, comme il y a 2 semaines je crois, et donc impatient de faire une émission un peu spéciale, mais une bonne émission, j'en suis sûr. Avec toujours beaucoup d'amour, surtout a priori ça va te plaire. Beaucoup d'amour évidemment. Ouais. Toujours beaucoup d'amour. À tes côtés, Owen, comment tu vas ? Petit retour ? Ça va bien, ouais, un petit retour après un petit mois, donc je suis content, je suis de retour. De retour, et Mathurin qui complète le 4e mousquetaire du soir. Comment tu vas toi aussi Comme un mardi finalement, ça va, je suis très heureux d'aborder le thème du soir. Très bien. Eh bien, et oui, c'est vrai que pour celles et ceux qui auraient écouté la semaine passée, il est question de trophées. Ce soir, on refait les récompenses de fin d'année du Campus Sport Club. C'est les fêtes de Noël avant les fêtes de Noël en quelque sorte. La semaine passée, on avait pu faire les récompenses féminines et il est temps maintenant d'aborder le volet masculin avec quand même du sérieux, du lourd, du très très lourd. Et ça va beaucoup tourner aussi autour de 2 personnages et 2 équipes. Comme la semaine passée, on va remettre 7 récompenses ce soir, à savoir la performance de l'année, la révélation de l'année, la déception, l'équipe française masculine et l'équipe étrangère masculine, ou encore bien sûr l'athlète français de l'année et l'athlète étranger de l'année. Pour démarrer cette émission, messieurs, allez, on va démarrer avec la performance, on va faire dans l'ordre que j'ai cité. De toute façon, la performance va très vite donner le ton, puisque la performance retenue cette année, je vais faire comme avec les femmes. Je vais d'abord aussi redonner les nommés. Les nominations, évidemment, puisque sinon ce n'est pas très intéressant. Pour la performance masculine de l'année, j'avais retenu, je vous ai suggéré à vous et rédaction du Campus Sport Club une dizaine d'événements. Ça part par exemple du record du monde à 6 mètres 30 d'Armand Duplantis, du sacre champion du monde de Luc Littler en fléchette. J'ai essayé quand même de caser des fléchettes quelque part. Johan Zarco qui remporte le Grand Prix de France, peut-être que vous en aviez l'habitude maintenant avec le générique du Campus Sport Club. La finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. La finale Alcaraz-Sinner à Roland-Garros. Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres. Wout van Aert, vainqueur de la 21e et dernière étape sur les Champs-Élysées du Tour de France. Truls Morgaard, le Suédois qui remporte à domicile le Smash en tennis de table. Terence Crawford qui met KO Canelo Alvarez. Ou encore Rory McIlroy, le golfeur qui remporte le Masters d'Augusta. Au roulement de tambour, le vainqueur, la performance masculine de l'année est revenue. Sans trop de suspense. Non, quoique, s'il y a eu une petite bataille, je vais redire après dans le détail, mais au sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à l'Inter Milan, 5-0. Le premier sacre en C1 du Paris Saint-Germain qui est survenu le 31 mai dernier, avec, encore une fois, une petite dédicace dans le générique, puisque on se rappelle de ce but de Désiré Doué, ce but du 3-0 qui ouvre les portes du paradis. Comme le dit si bien notre ami commentateur de Canal. Vous, messieurs, cette finale, qu'est-ce que vous en avez comme souvenir ? Est-ce que vous l'aviez aussi mis en top 1 ou c'était pas si évident pour vous que ce soit le vainqueur de cette catégorie ? Je me souviens plus exactement, si je dois être honnête, si j'ai mis en top 1, mais même si le foot, je pense que c'est un secret pour personne ici, c'est vraiment mon sport favori, je pense pas l'avoir mis en top 1 parce que
Bon, ouais, c'est le foot, hein, ça procure des émotions toujours un peu particulières et ça apporte une liesse générale qui est vraiment spéciale au foot. Donc forcément, on a envie de le mettre en premier, mais en fait, d'un point de vue performance pure, moi, par exemple, Jimmy Gressier, champion du 10 000 mètres, enfin, je trouve que la performance, quand on connaît l'athlétisme français, etc., me choque encore plus. Ou encore aussi des finales Roland-Garros, Sinner Alcaraz. Donc, en tout cas, je l'ai vécu comme une folie aussi et j'ai adoré la finale, mais je trouve qu'il y avait plein de... Enfin, le débat était vraiment très compliqué et que c'était peut-être un petit peu le côté émotion football qui prenait le dessus sur le côté objectif de la performance. Bah, si tu veux savoir, justement, dans le détail des votes, des points, ça se joue. Il y a vraiment une très faible différence entre le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions. Jimmy Gressier arrive deuxième de nos votes. Ça va alors. Et le podium, donc il y a un clair et net podium, et après le reste est un peu éloigné du reste, c'est Alcaraz et son match titanesque face à Yannick Sinner à Roland-Garros. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars, mais bien sûr qu'un 5-0 en finale de Ligue des Champions, ça reste une performance qui peut mériter d'être première très largement, surtout au vu de la campagne du PSG qui reste vraiment historique. Donc je ne remets pas non plus en cause cette première place qui est quand même amplement méritée et ils nous ont fait rêver. Il n'y avait qu'à voir les célébrations à Lille alors que ce n'est pas du tout le club du coin, quoi. Bien sûr. Vous l'aviez vécu comme un événement, cette finale, ce score ? Oui, tout à fait. On l'a vécu comme un événement, je pense tous. On est français, après tout. Puis je pense qu'il a fait la différence, c'est que c'est la première depuis longtemps d'un club français, après l'OM. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence afin de les mettre en tête du classement. C'est la première depuis longtemps, le PSG l'attend depuis longtemps. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Moi, je sais que je l'ai vécu, j'étais loin de tout le monde, j'ai pas forcément participé aux scènes de liesse, mais je l'ai vécu comme un grand moment de football et de sport, en direct évidemment. C'était un moment de communion avec mon père parce qu'il est fan du PSG depuis très longtemps, donc c'est ce lien aussi avec le sport et le club qui m'a marqué dans cette finale. Oui, d'accord. On n'est peut-être pas tous, même moi, supporter, on va dire, de l'Olympique de Marseille. J'ai quand même regardé avec attention cette finale et c'était indéniable que Paris a livré peut-être l'une des plus grandes finales de l'histoire de la Ligue des Champions. Ça, c'est sûr. Ça fait 15 ans que je les regarde toutes assidûment pour décrypter au fur et à mesure les performances, le niveau de jeu, et Paris avait mis vraiment le... Où l'Inter Milan est passé un peu à côté de l'exercice, mais je pense que c'est tactiquement parlant que Luis Enrique et le Paris Saint-Germain a su contourner et faire ce que Barcelone avait eu du mal à faire, parce que j'avais hésité dans les performances aussi à reglisser un autre match de Ligue des Champions, mais je me suis dit que ça faisait un peu aussi doublon avec cet événement-là. C'était la demi-finale retour Inter Milan-Barcelone avec le 3-3 et le but de la Serbie qui pousse en prolongation, et le 4-3 finalement qualification de l'Inter Milan pour les retrouver en finale. Ça a été un match fou, 7-6 au cumul, puisqu'il y avait eu un magnifique 3-3 au Camp Nou avec des buts, non pas au Camp Nou, c'était encore à Montjuic, avec des buts, des frappes de loin de Rafinha, il y avait de tout, Thuram qui fait une Madjer. C'est ça, ouais. C'était dingue. C'est dingue. Et moi, ma question, Adrien, c'est pas est-ce que tu l'as regardé, mais c'est est-ce que tu l'as célébré, cette finale? Je ne l'ai pas célébré comme je pense que tu le sous-entends. Par contre, je suis resté admiratif. Okay. J'ai dit, ah oui, alors ça, en même temps, ça laissait un peu bouche bée, quoi, la performance. Ouais, c'était assez fort. Il m'avait un peu habitué aussi à un certain niveau en Ligue 1, mais qu'ils arrivent à le reproduire en finale de Ligue des Champions. Je me suis dit, ah oui, bravo, chapeau, parce que c'est du football. Petite anecdote, c'était la 5e finale de l'histoire de la C1 à Munich, à l'Allianz Arena. Par le passé, c'était pas forcément à l'Allianz Arena, avant c'était au stade olympique de Munich, bien sûr, avec le temps. 5e fois qu'un club a décroché son premier titre en Ligue des Champions, après Nottingham Forest en 1979, pour les plus vieux qui nous écoutent, Marseille 93, Dortmund 1997 et Chelsea 2012, qui avait battu à domicile le Bayern Munich. Et Chelsea, du coup, ça aurait pu donner, puisque l'Inter Milan a déjà gagné de la C1 et la Ligue des Champions, même en 2010. Ça aurait pu déjà nous donner un petit indice sur est-ce que le porte-bonheur de Munich va sourire à nouveau au club français et au Paris Saint-Germain. En tout cas, ça a été le cas. Voilà pour la performance. Du coup, on va enchaîner très vite avec la révélation masculine de l'année, révélation française. Comme pour ce qui est des femmes, je me suis arrêté aux Français. Du coup, les 5 noms français que j'avais retenus étaient Désiré Doué pour ce qui est du football, Flavien Coton, notre nordiste, pour ce qui est du tennis de table, Isaac Adjar en Formule 1, Alex Lanier en badminton, ou encore Paul Sexas en cyclisme. Et on reste dans l'univers Paris Saint-Germain. C'est Désiré Doué qui remporte cette révélation française avec donc plutôt une belle avance, il faut le dire, au vote, avec un petit nordiste, Flavien Coton, que je m'étais quand même permis à 17 ans
temps de faire partie de l'équipe de France et de représenter la nation. Et ça s'est joué, on a vraiment eu un duel à 3 entre Isaac Adjar, Paul Sexas et Désiré Doué, mais c'est le Parisien qui a sorti, on va revenir sur ça, peut-être l'élément aussi significatif de cette année 2025, c'est sa finale de Ligue des Champions. Là, on peut en parler. C'est son match référence. C'est ça. Je trouve que ça va dans la suite de son match, son entrée face à Liverpool. Pour moi, c'est vraiment un élément déclencheur, en tout cas, où on s'est dit waouh, ok, il a pas de complexe, il a un talent absolument dingue. Et donc c'est sûr qu'en fait, je trouve que le fait que Désiré Doué gagne ce titre me paraît normal, dans le sens où il a vraiment gagné et fait des événements très très marquants. Alors Paul Sexas et Isaac Adjar aussi, mais ils n'ont pas gagné de titre, sauf si je me trompe, ou alors pas de titre majeur comme la C1, ou alors ils n'ont pas été aussi époustouflants que mettre un doublé au plus haut niveau mondial, qui est la finale de Ligue des Champions. Sport collectif, et enfin même si le cyclisme est collectif, c'est ça. Donc ça reste des performances très individualisées. C'est ça. Là, Désiré Doué, si on parle de palmarès, c'est plus facile aussi, il faut le rappeler, de dire que c'est un collectif qui lui a permis d'avoir complètement, mais c'est aussi du coup un petit peu plus difficile dans un certain sens de sortir du lot alors qu'il y a 11 mecs avec toi, enfin 10 en comptant Désiré Doué. Donc oui, sa finale, déjà il met un doublé alors que l'année précédente, il était à peine titulaire à Rennes. Forcément que c'est une révélation dingue. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais... Pour le coup, effectivement, si tout le monde se souvient de son doublé, en finale, c'était clairement le meilleur joueur sur le terrain. Après, moi, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est son but contre Aston Villa, il me semble, et à la limite de la surface, là, juste sous la barre. La grosse patate qui effleure la barre transversale. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, lui, il va aller très loin, très très loin. Ouais, puis surtout au vu de son âge tout de même, bon évidemment, moi je crois que j'ai mis Paul Sexas devant de mémoire. Il s'est retrouvé sur les 16 votes cumulés, il s'est retrouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois en tête. Et la seule vraie différence, c'est que Désiré Doué, lui, a toujours été dans ce podium des 5. Voilà, il n'a jamais quitté le podium de nos votes, c'est le plus régulier. Donc il finit par récolter quelques points en plus sur les autres. Moi, j'avais choisi Paul Sexas parce que, tout simplement, on a moins l'habitude de voir des Français sur le plan du cyclisme être aussi bons directement. Alors qu'en fait, le football, ça me paraissait un peu répétitif, entre guillemets. On a déjà Dembélé qui était à côté, Zaïre Emery également qui avait été très bon il y a un an. Donc c'est pour ça que j'avais choisi Paul Sexas. Néanmoins, voilà, Désiré Doué, au vu de tout le monde, il mérite sa première place. Et moi aussi, j'hésitais entre les deux. Il a fait une énorme saison, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe de France, que ce soit en Ligue des Champions. Au plus haut niveau, un doublé en finale, c'est pas donné à tout le monde. Après, on avait quand même un niveau très faible en face de l'Inter Milan, mais ça en retire en rien sa performance. Bien sûr. Et puis, je préfère le rappeler aussi, bien sûr, pour ce qui est des listes des nommés, ça relève aussi de mon spectre à la fois objectif, parce que j'ai essayé de balayer tous les sports possibles, et subjectif par rapport à ce que je jugeais aussi plus ou moins des révélations, des performances, et tout s'ensuit. Donc, bien sûr, vous aussi, auditeurs, auditrices, si vous avez votre chouchou, n'hésitez pas à garder votre chouchou, hein. On n'est pas là pour personnellement, par exemple, j'aurais mis Enzo Lefebvre en toute objectivité. Donc, oui, en toute objectivité. Isaac Adjar aussi, donc, il vient se taper avec Paul Sexas et Désiré Doué. Paul Sexas qui faisait sa première saison chez les professionnels, qui était déjà très attendu, hein. C'est pas Désiré Doué, Paul Sexas, Isaac Adjar étaient déjà attendus. On parle pas de phénomènes qui sont sortis du chapeau et qui sont apparus. On parle que de jeunes, même avec Alex Lanier et Flavien Coton. On parle de jeunes qui déjà, dès leurs 14-15 ans, ont déjà eu des expériences professionnelles, et du coup on sait déjà comment un peu les juger quand ils vont arriver sur le circuit des adultes. Et pour le coup, Isaac Adjar aussi a fait une très belle première saison rookie en F1, qui lui a même permis de faire les yeux doux carrément à sa famille Red Bull, au point d'être promu et d'être aux côtés de Max Verstappen en 2026. Ça va devenir aussi très excitant à partir de l'année prochaine en ce qui concerne notre pilote de F1. Voilà pour ce qui est de la révélation. On va finir ce premier volet avec une troisième récompense, et puis après on marquera une petite pause tous ensemble. C'est pour la déception masculine de l'année. Là par contre, je me suis pas arrêté au spectre français. Faut pas trop leur taper sur les doigts, même si vous verrez que c'est quelque chose de français qui a été retenu. Pour ce qui est des 5 nommés, c'est les premiers qui me sont venus en tête, j'avoue. C'est par rapport à l'année, qu'est-ce que je juge étant décevant. On a Lewis Hamilton, pilote de Formule 1, qui vient de finir sa première saison chez Ferrari. Manchester United en football, là ça
peut-être parce que ça me piquait un peu au cœur aussi. Le Stade français en rugby, l'équipe Cofidis nordiste en cyclisme qui est reléguée, elle, et enfin l'équipe de France de basket. Et le gagnant, si je peux dire gagnant de cette récompense déceptive, ce n'est d'autre que l'équipe de France de basketball. Messieurs, l'équipe de France de basket qui a pas fait une si mauvaise saison en termes de résultats. Mais force est de constater que peut-être que pour le finaliste sortant de l'Eurobasket et le finaliste des derniers Jeux Olympiques, sortir un peu piteusement comme ça en huitième de finale contre la Géorgie en perdant 10 points à l'Eurobasket, bon, on peut pas dire que justement on puisse se satisfaire de ce genre de résultats. Bah, c'est sûr que après il y avait entre guillemets l'excuse des absents parce qu'il y avait une liste qui était clairement pas l'équipe première. Après derrière, je pense que ça n'excuse pas tout. Le jeu proposé était quand même assez faible. On l'a vu notamment contre l'Israël. On avait l'impression que l'équipe de France boycottait le match alors qu'ils étaient sur le terrain. Ils se sont rattrapés sur le match suivant. Je crois que c'était contre la Pologne avec un match plutôt satisfaisant. Mais derrière, c'est vrai que sortir contre la Géorgie, alors qu'on a fait une finale des JO juste un an auparavant, c'est pas acceptable. Surtout que derrière, il y avait moyen d'aller chercher en quart. Si on battait la Géorgie, on prenait la Finlande, qui n'était pas non plus le pire adversaire à tirer. Et la Finlande qui venait de sortir la Serbie, qui était l'une des équipes annoncées favorites. Donc ça nous aurait arrangé en tout cas. Bon, après on dit ça, on vient de perdre contre les Finlandais il y a quelques temps de cela, donc il y a quelques semaines. Éliminés. Avant ça, étrangement, c'est vrai que c'est peut-être dur à dire. Alors, pour ce qui est du détail des votes, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Ça se joue à rien avec l'équipe Cofidis. Et je crois que c'est l'un des votes. Bon, il n'y a que 5 membres, donc forcément, ça devient beaucoup plus dense. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'une des catégories les plus denses qui soit, de tous les votes confondus, hommes et femmes. C'est celle où il n'y avait pas forcément quelqu'un qui se dégageait énormément comme étant une vraie déception. Je pense que dans les 5, on est capable de dire que tous nous ont déçus ou ont déçu dans leur spectre, dans leur sport respectif. Et avant ça, je voulais dire que l'équipe de France de basket, elle sort quand même dans sa préparation de l'Eurobasket de 12 matchs, dont 11 victoires, avec des succès en match amical, à prendre avec des pincettes évidemment, mais contre la Grèce, 2 fois contre l'Espagne et la Bête Noire, et même pendant l'Eurobasket en poule, on bat la Slovénie de Luka Doncic. On se dit que sur le papier, c'est quand même réconfortant, alors que Mathurin l'a souligné, on a Victor Wembanyama en moins, Rudy Gobert qui décide de ne pas venir, Evan Fournier qui est encore pas remis, et même Mathias Le Sort à l'intérieur. Enfin, je veux dire, on perd beaucoup de monde à l'intérieur, et on a aussi Mathieu Strazel, le meneur, qui se blesse juste avant. On a Nadir Ifi qui le remplace, qui est quand même quelqu'un de très très bon, pour ceux qui l'ont peut-être vu jouer au Portel. Mais ça a un peu joué, donc la déception, elle vient même déjà d'avant le tournoi, en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je les ai pas mis premiers parce qu'en fait, je trouve que sur les dernières années, excepté les JO où ça a été un petit peu une éclaircie à mon goût. Après, je suis moins branché basket, donc je peux me tromper. Mais je trouve qu'on est habitué à être déçu par cette équipe de France de basket. Et donc, en fait, je l'ai pas mis en déception parce que je trouve que ça m'a pas choqué cette année, à part la défaite contre la Géorgie quand même, où je me suis dit waouh. Je pense que ce qui t'est resté, c'est l'image de la Coupe du Monde 2023. Ouais, notamment. On sort piteusement aussi en phase de groupe, et c'est Nico Batum qui parle beaucoup et qui dit: je suis dégoûté, c'était ma dernière compétition, on fait de la merde. Enfin, vraiment où tout le monde a dit, vraiment au micro, ça s'est dit, on est v'là déçus et on a fait de la merde. Ouais, c'est ça, il y a vraiment eu assumé. Je pense que ça nous est resté aussi. Ouais. Et les JO sont venus peut-être faire c'est le contre-pied parfait. Ouais. C'est ce que je disais, une éclaircie, mais même au JO, quand on passait, parfois on avait l'impression que c'était un petit peu un exploit plus qu'autre chose. Franchement, pour aller en finale, on a su. Donc voilà, moi je les ai pas mis eux. J'ai peut-être mis Manchester United, alors pas pour trop muer le couteau dans la plaie, c'est Adrien, vrai, mais c'est juste parce que je trouvais que la stratégie était plus intelligente que les dernières années. Avec le recrutement d'Amorim, ça me paraissait assez intelligent. Niveau recrutement, ils allaient chercher des joueurs un peu plus jeunes, des Dorgu, etc. Je trouvais ça plus fin. Et au final, c'était terrible. Ils auraient pu se consoler avec une Ligue Europa. C'est ça, mais ils ont fait un non-match. Et non-match contre Tottenham en finale. Qui a fait un non-match aussi d'ailleurs. C'était une non-finale. C'était le 16e contre le 17e de Première Ligue. Il faut aussi donner des indicateurs de performance. C'est ça. Et puis Manchester United. Qui sort rescapé contre Lyon. Moi, je ne l'ai pas mis en premier. Parce que en fait, ça fait quand même quelques saisons qu'ils nous déçoivent. Manchester United, c'est pas comme s'ils faisaient podium tous les ans, malheureusement. Ça fait. C'est pas la déception, c'est une déception. Oui, c'est une déception. C'est pour ça que je l'ai pas mis donc comme la déception. Pareil pour Cofidis, ça fait également quelques années qu'ils sont quand même
au bord de la relégation, donc c'est un peu compliqué. En fait, toutes ces équipes-là, hormis peut-être l'équipe de France de basket, c'est pour ça que je l'ai mis en tête, bah, ils sont habitués en fait à nous décevoir un petit peu. Donc, C'est pas cool pour les concernés qui nous écouteraient, hein, mais bon, voilà, on le dit, on est un peu déçus. À titre Je personnel. suis pas sûr que Bruno Fernandes nous écoute. Ce que j'allais dire, à mon avis, Wembanyama, il est pas sur Radio Campus, malheureusement. Je l'inviterai quand même. Ouais, on je sait pense, pas, hein. je pense qu'il passera pas la porte de toute Non, manière. ça va Donc, être compliqué de rentrer dans le studio, là. ça marchera pas. Ça va être un peu serré. Ça marchera pas Ouais, du si tout. Léo Biard est rentré, je pense que Wembanyama peut rentrer. C'est vrai. Bah, voilà, message, petite pique pour les hobbies. C'est ça. C'est beau. Bon les gars, on se permet, il est déjà 23h21 sur Radio Campus. On va marquer une petite pause musicale et on va revenir dans un très court instant. Je me suis dit que Gims, Ciel, bon, c'est juste pour faire encore un peu plus... Nous la mettre dans la tête. Voilà, nous la mettre dans la tête. Vous la mettre dans la tête aussi, auditeurs, auditrices. On se retrouve juste après pour la suite des récompenses masculines de l'année. À tout de suite. De retour en direct sur Radio Campus, vous venez d'écouter ou de réécouter, réécouter pour la millième fois cette année Gims, Ciel. C'est l'une des chansons phénomènes à côté desquelles on pouvait difficilement passer. On poursuit cette soirée spéciale cérémonie masculine pour ce qui est de l'année 2025. Le Campus Sport Club, comme la semaine passée avec les femmes, continue de se prêter à l'exercice et on va passer désormais à l'équipe française qui est pour nous l'équipe française de cette année. J'avais retenu 5 formations. Alors, on avait parmi les nommés le Paris Saint-Germain football, le 15 de France de rugby, l'AS Monaco basket, la Roca Team, l'équipe de France masculine de biathlon ou encore l'équipe de France masculine de tennis de table et le grand gagnant sans énorme surprise puisque je peux vous le dire d'ores et déjà avec Pauline Ferrand-Prévot qui la semaine passée a été élue sportive française de l'année, c'est l'autre vote. Le seul autre vote qui est à l'unanimité numéro 1 pour tous, c'est le Paris Saint-Germain Football qui remporte cette distinction. Est-ce qu'on a besoin de s'étaler très 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 longtemps à part confirmer que c'est assez logique. On est d'accord que les autres équipes ont pu faire des performances, mais Paris cette année a mis le curseur à un niveau... Dans son sport, en tout cas, Paris, c'est assez fort de dire, mais a été redouté par Pep Guardiola et Manchester City, par Liverpool, par Arsenal, par Barcelone, même le Real Madrid en a eu peur. C'était l'équipe à battre et c'est l'équipe qui n'a pas été, ou presque, battue cette année. Bah, ils étaient hégémoniques, hein. Juste la finale de la Coupe du Monde des clubs, et encore, ils sont fait battre 3-0, mais c'est parce qu'ils avaient sorti d'une saison à quasiment 70 matchs. Oui. Donc, contre Chelsea. Voilà, c'est le seul C'est le seul titre qui leur fuit. Ouais, sinon après ils font un quintuplé, hein, je crois bien. Les trois trophées domestiques et les 2 trophées européens. Ouais, voilà. La Supercoupe à l'été, la Supercoupe quand même qui est passée un cheveu de aussi leur filet entre les mains avec ces 2 buts en fin de match contre Tottenham qui a permis d'aller au tir au but. Et au tir au but, Lucas Chevalier pour ses débuts qui se rattrape de son erreur pendant le match. Qui avait fait une erreur pendant le match, exactement. Paris qui avait démarré son année 2025 en janvier par le Trophée des Champions, c'est son premier match, c'était contre Monaco, c'était à... je confonds parce que cette année je sais que ça va être au Koweït, mais... Voilà, c'était pas à Riyad en Arabie Saoudite. C'était au Qatar, je crois que c'était au Qatar. Je crois que c'était au Qatar même, c'était à domicile presque... entre guillemets, par rapport au propriétaire. Ouais, si, c'était au Qatar, je suis sûr, il y avait un truc avec au Qatar. Et qui a donc démarré par un trophée son année 2025 et qui a ensuite été sur une autoroute, déjà qui était sur une autoroute en Ligue 1 avant ça, qui a attendu la 30e journée avant de perdre, ou 31e journée contre Nice, qui se rapprochait du record historique pour celles et ceux qui connaissent le record de Nantes, à l'époque de 32 journées de suite sur une même saison de Ligue 1, parce que Nantes avait déjà entamé sa série, elle, sur l'année d'avant. Un peu des tricheurs, mais non, 32 c'était très très fort. Et puis à côté de ça, donc la Coupe de France contre Reims. Bon, c'est Reims. Maintenant est en Ligue 2. À quel moment Paris aurait pu paniquer en Coupe de France? J'essaie de me rappeler, mais est-ce que c'est pas plus contre Dunkerque finalement que Paris a eu le plus peur? Puis il y avait le club là qui menait 2-0, voilà ça, Espali qui menait 1-0 puis 2-1. Mais tu vois, être mené 2-0 par Espali, quand tu sais que il n'y avait pas 2-0. Il y avait 1-0, 1 partout puis 2-1 pour Espali. Tu vois, je pense. Est-ce que avoir tu vois la notion de peur, alors que en fait, Dunkerque, on a Pierre Mauroy, c'est une équipe de Ligue 2, et Dunkerque qui mène 2-0 avec l'ambiance qui va derrière. S'il ne marque pas ce but avant la mi-temps, je pense que c'est ou juste après la période, en tout cas, c'est chaud. Et même au début de deuxième mi-temps, si je me souviens bien, Dunkerque prend pas l'eau complètement. C'était vraiment solide une occasion match. Contre et qui... C'est ça. Mais Espali, je pense qu'on sentait tellement la défense friable.
Dès qu'ils ont appuyé, au final, ils en mettent quoi, 5-6 ? Ouais. Bon, je pense Et qu'ils ont eu peur. Ouais, et puis comme on sait pour des équipes amatrices, au Voilà, niveau 60, amateur, pardon, 70e. pas voilà, mais qu'à partir d'un certain temps de jeu, t'es mort, t'es carbo. Puis eux, en face, non, c'était l'échauffement pour nous. Ouais, c'est ça. Et sinon, pour revenir sur le PSG, il n'y a rien à redire. Hein. C'est comme tu l'as dit, en fait, ils ont été craints par tout le monde. Et puis, en fait, là où on voit que c'était vraiment une année exceptionnelle, qui a fondé quelque chose de très fort, c'est qu'ils sont encore craints par tout le monde. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est une équipe qui, vraiment, l'année dernière, a traumatisé tout le monde. Cette année, on les voyait un petit peu moins forts. Ils sont allés gagner au Barça là-bas. Enfin, ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui a été créé de très, très puissant cette année-là et qui... ils ont roulé sur tout le monde. Ils gagnent en Anfield pour se qualifier à partir de ce moment-là, alors que Liverpool était dans une très très grande année jusque-là. Et à partir de ce moment-là, on a su que le PSG, ça allait pas rigoler. Et on l'a vu. Et franchement, gagner 5-0 en finale, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est comme une performance XXL. En Ligue 1, il n'y a pas eu une once de suspense. Et puis voilà, un trophée des champions. À part la finale où il passe complètement à côté, en fait, le jeu, rien que le jeu proposé, moi je voulais revenir là-dessus, il y avait pas que le trophée. Les trophées du PSG, c'est le jeu qui a été proposé, où à chaque fois ils étouffaient leurs adversaires. On a l'impression que personne ne pouvait rien faire, ni récupérer la balle, ni il y avait une espèce de solidité et d'efficacité offensive. C'était vraiment une machine, et donc c'est en ça pour moi que ça se distingue vraiment aussi des autres équipes, notamment le 15 de France, où pour le coup, qui gagne quand même le tournoi à destination et qui fait quand même une belle année, même si la tournée d'automne, c'est... Ouais, je l'avais éclipsé par ma tournée d'automne, je crois. Ouais, mais on a presque oublié qu'ils ont quand même gagné le tournoi à destination. Ça s'est joué presque à pas grand-chose, mais parce qu'ils ont quand même perdu un match pendant ce tournoi à destination. Il n'y a pas eu de grand chelem, mais on a tenu la dragée quand même à l'Irlande, à l'Angleterre, tout ça. Donc, non, c'est à souligner. Et puis à l'époque, ils perdent aussi Antoine Dupont, qui vient seulement de revenir de blessure de ligament croisé. C'est pas plus mal, et qui va justement être de retour pour certainement se chauffer en vue du prochain tournoi de destination. On défendra notre titre, même si les années paires, ça nous réussit moyennement. On verra tout ça après. Par rapport aux autres équipes aussi, l'AS Monaco en finale d'Euroleague, la Roca Team, l'équipe de France de biathlon qui a gagné tous les relais de Coupe du Monde de la saison dernière. Donc ça comptait aussi 2024-2025 ma stat, mais c'est aussi du coup en 2025. Il n'y a finalement que la course des championnats du monde qui perdent au profit de la Norvège. Et si on devait parler sinon de l'équipe de France de tennis de table masculine qui a été championne d'Europe il y a quelques mois de cela, donc c'était quand même des belles performances, surtout pour ce qui est des clubs donc, ou des équipes au niveau continental, et sinon au niveau un peu plus international pour certaines. Équipe française, on a fait le tour, parce que je pense que Paris, de toute façon, pas besoin de s'étaler, qui fait quand même donc, le quintuplé et cette finale de Coupe du Monde des clubs. Et sinon, on va passer à l'équipe étrangère masculine de l'année. Là encore, 5 noms choisis par mes soins. On a en basketball, on avait l'Oklahoma City Thunder, OKC, champion NBA. On avait la formation McLaren en Formule 1, championne du monde. L'équipe d'Afrique du Sud de rugby. La team UAE Emirates en cyclisme, ou encore le club de football de Crystal Palace. Oui, parce que pour changer un peu, pour casser un peu l'école, je me suis dit pourquoi pas Crystal Palace, qui a quand même fait de beaux petits exploits cette année, mais Crystal Palace ne remportera pas cette distinction puisque la rédaction a préféré la formation UAE Emirates, équipe donc masculine étrangère de l'année, qui a roulé sur son monde. 95 victoires cette saison. Ils ont atomisé le record de 85 détenus par Columbia depuis 2009. Trop fort, il n'y a pas les mots. C'est ça. C'est ce qu'on appelle dominer son sport. En fait. 2 phrases, tu as tout dit avec le nombre de victoires et le trop fort. Quoi. Je ne suis pas très très branché cycliste, mais pourtant, ça m'a quand même sauté aux yeux que cette année, il y avait rien pour les autres, quoi. Et donc voilà, et sinon juste pour revenir rapidement sur le Crystal Palace, c'est vrai que moi ça m'a fait marrer quand je l'ai vu dans les choix. Je me suis dit tiens, j'y aurais pas pensé, et en vrai c'est vrai qu'au vu des années précédentes, etc., c'est quand même une belle surprise, une belle petite aventure avec une victoire là, et puis il y avait toute l'histoire un petit peu qu'il y avait autour avec les Maxence Lacroix, etc. On avait notre Jean-Philippe Mateta, notre représentant national, avec Lacroix aussi français là-bas. Palace, c'était aussi, je trouvais, par rapport déjà au fait que j'ai pu aller les voir aussi au stade, donc je me suis dit, c'est un bon club, c'est sympa, c'est un petit club de Londres, mais qui est vraiment à l'échelle des autres clubs, qui est quand même très costaud, qui
qui a quand même un sacré poids et qui cette année gagne les deux premiers titres de son histoire en plus de 100 ans d'existence. Et ils battent en finale City et Liverpool, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils gagnent leurs 2 finales contre City et Liverpool, c'est dire la performance. Ouais, c'est sur le coup, donc je me suis dit c'est plus sympa de leur faire une passe D que de choisir un très grand club qui aurait pu. C'est dommage qu'en première ligue, il n'y a pas eu un énorme classement. Merci pour les fake-up. En plus, de base, ils devaient jouer l'Europa League de mémoire. C'est ça. Puis finalement, ils se retrouvent en Conference League. Avec les histoires de propriétaires. Et, ça, c'est vraiment dommage. C'est à cause de l'Olympique Lyonnais. Hein, c'est membre du Eagle Group qui a pris cette place. Tout ça pour que Textor, au final, il se barre un mois après. Quoi. Et qui se barre, non, qu'on l'évince presque. Ouais. Bon. Attention, hein, mais il se barre un peu forcé, mais oui, mais peut-être qu'il n'était pas spécialement mécontent chez les Américains. Il préférait Botafogo de toute façon. Donc, oui, voilà, tout à fait. Puis Botafogo gagnait un titre de leur côté, là, il me semble. Donc, c'est ça. Donc, il gagne la Ligue des Champions sud-américaine. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour revenir sur UAE, 95 victoires, avec donc de très très loin cette première équipe au classement UCI, avec aussi, et on en reparlera un peu peut-être plus tard, le meilleur coureur qui soit, donc Tadej Pogačar, 20 victoires à lui seul sur les 95, mais ils sont 3 à plus de 10 victoires. Il y a, tu vas en parler, un certain Mexicain qui aurait pu être, si j'avais créé une catégorie révélation masculine de l'année, donc les jeunes qui se sont révélés, Isaac Del Toro aurait pu en être 16 victoires professionnelles cette année, le Mexicain qui aurait pu en plus décrocher le Tour d'Italie, qui est de l'ordre des petits phénomènes aussi qu'on n'a pas senti venir et qui explose comme ça au grand jour. J'ai beaucoup apprécié sa perf là, au Giro, il a quand même mené 11 étapes, malheureusement il perd le lead au général à 2 étapes de la fin. Il termine 2e, ce qui est super parce que je crois que c'est sa 3e saison en pro. Donc c'est déjà super d'être 2e du Giro en 3e saison en pro, mais un peu de déception, c'est vrai. Mais ça montre que UAE, c'est pas juste Pogačar. Derrière, ils ont des hommes capables de répondre à toutes les situations, tous les types de terrains, que ce soit de la montagne, que ce soit du sprint, du contre-la-montre. Bref, ils sont partout, ils sont bons partout. Ils gagnent avec une facilité quand même déconcertante. Le Tour de France, il a été plié rapidement. Le Tour d'Espagne, il y avait que les UE qui existaient. Et à part Tour d'Italie, où il se foire un peu Isaac Del Toro avec Richard Carapace et Simon Yates. Bon, clairement, ils ont tout dominé. C'est de la tête aux pieds, il n'y avait pas photo. Il y avait eu un peu cette critique sur Del Toro, justement, à cause de ce finish du Giro où il perd le rose, d'accord, mais stratégiquement derrière, il est plus à être têtu et à vouloir mener un combat avec Carapace, alors que c'est avec le maillot rose que tu es censé attaquer, lutter. Alors que Simon Yates est tout seul devant en train de partir. Et exactement, et il s'est fait un peu avoir, soit comme un bleu, soit justement des consignes étrangement appliqué à l'époque. Ça fait quand même un sacré écart à la fin. Ça fait quand même 4 minutes au général. Mais il n'est pas vraiment significatif du niveau de Del Toro à ce moment-là, puisqu'il aurait pu quand même batailler, quand bien même il aurait perdu, mais il aurait perdu pour 20 ou 30 secondes. Il aurait pu faire beaucoup mieux dans les dernières étapes de montagne du Giro, qui plus est, donc les écarts importants. À noter aussi 20 coureurs différents victorieux sur la saison, qui se partagent les 95 victoires. On est à 190 podiums aussi au cumul, évidemment, puisqu'on n'y a pas que des victoires dans le cyclisme, mais les podiums, c'est quand même déjà très compliqué à avoir. Et il y a une victoire pour un Français, Pavel Sivakov, qui a gagné le général du Tour d'Andalousie, c'est ça, sans gagner une seule étape. Mais il s'est quand même adjugé le général, c'est dire la force collective qui fait que c'est pas grave, on se place, juste ça suffira. 6 champions nationaux, un champion du monde du contre-la-montre par équipe en relais mixte avec l'Australie, c'est Jay Vine, et puis un que je ne citerai même pas, un double champion du monde et champion d'Europe de la course en ligne. Voilà, que dire de plus. Pour ce qui est du détail des votes, pour finir sur ces séquences équipes, je retrouve les votes, ils ont assez facilement dominé la catégorie, même si en solide deuxième, qui se détache lui aussi du reste, c'est Oklahoma City, qui, là encore, est en train de faire un début de saison fantastique, digne des plus grandes séries de saison régulière de l'histoire, des Bulls et puis récemment des Warriors. Donc, ils sont dans une dynamique de champion incontesté. Et l'an dernier, ils ont été portés aussi par un sacré chez Ligius Alexander. Là-dessus, c'est pas trop illogique. Et sinon, après, ça se chatouille. Mais Crystal Palace, c'est quand même 5e. Ah. Voilà. Moi, je crois que je les ai mais bon, mis 5e. C'est moi que j'ai fait. Je me suis dit, vas-y, je les mets. Même s'ils finisseraient 5e, ils sont quand même 5e. Eh oui, ils sont là. Je pense qu'au-delà même du club étranger de l'année, pour moi, féminin et masculin confondus, c'est la meilleure équipe en fait. D'accord. Oui, parce qu'à noter l'équipe de l'année. À noter que UAE Emirates a aussi du coup une branche féminine.
avec notamment Maëva Skiban, notre Française, qui a gagné 2 étapes du Tour de France femmes cet été, et qui a aussi enregistré quelques belles victoires, parce qu'il n'y a pas qu'elle, mais il y a aussi de belles victoires à la clé. Donc toi, tu dis que pour une équipe, une formation, une identité qui est à la fois hommes et femmes, ça reste la meilleure. Parce que c'est difficile toujours de comparer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ces moyens-là, mais UAE en fait partie à tes yeux. Ok. Bon. Ça, c'est vrai que ça se défend à fond. Petite question, je m'en excuse, j'ai pas écouté le Campus Sport Club de mardi soir dernier, mais quel club féminin a gagné le titre? Ah oui, pour la récompense féminine était revenue à l'équipe d'Angleterre de football. Ok, ouais, bah c'est logique. C'est logique, mais qui se tapait avec le 15 de la Rose aussi et Chelsea. C'était les trois Anglaises ont trusté. Ah non, attendez. Non, j'avais pas mis Arsenal Femmes. Okay. J'ai quand même préféré Chelsea. J'ai hésité à proposer Arsenal Femmes. Après, je me suis dit que si je devais mettre Arsenal Femmes, j'aurais pas osé enlever Chelsea ou donc ça aurait fait 4. Et Chelsea avec Sonia Bonpastor, avec cette invincibilité depuis plus d'1 an, je me trouvais que c'était plus fort. Arsenal qui a quand même gagné la Ligue des Champions féminines, on l'a souligné. Ne vous inquiétez pas la semaine passée dans l'émission. Mais c'est vrai qu'en termes de club aussi, avec identité hommes et femmes, Arsenal ça joue aussi. C'est vrai que c'est très fort. C'est un peu avec leur bon début de saison là. Et Chelsea et Arsenal d'ailleurs, même Chelsea. C'est un peu hors sujet, mais je suis surpris qu'on n'ait pas eu le droit à un petit Olympique de Marseille en club français d'ailleurs. Pour moi, juste dire je l'ai mis. Parce qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions alors qu'ils ont fini 8e ou 7e la saison d'avant. Ouais. Je me suis dit, Adrien, il va nous glisser son petit OM quand même. Ça serait, comme ils disent en NBA, the most improved, la meilleure évolution. C'est ça, la meilleure progression. Ouais. Mais là, pour le coup, je me suis dit, il va nous le glisser, comme ça on va pouvoir les mettre derniers et je pourrais les tailler, mais même pas, tu m'as pas laissé cette opportunité. Allez, il est temps de marquer une dernière petite pause musicale. Une autre chanson à vous proposer ce soir. Bien sûr, je pense que vous avez aussi eu, et nous on a aussi eu l'occasion de pas mal l'entendre un peu partout. Ordinary d'Alex Warren tout de suite. Et on se retrouve juste après pour l'athlète étranger, l'athlète français de l'année. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6. Vous êtes toujours en train d'écouter le Campus Sport Club qui fait ce soir son tour des cérémonies. Après les femmes, la semaine passée, on finit avec ces messieurs. On a abordé déjà beaucoup de récompenses. Il est temps d'aborder les 2 dernières, individuelles et peut-être les plus importantes, comme on aime souvent le dire dans les cérémonies sportives. Avec, pour commencer, l'athlète étranger de l'année 2025. Je vais d'abord retrouver ma liste des nommés, puisque j'avais retenu en quelque sorte 10 noms cette année, et je pense que pour moi ça a été l'un des votes les plus durs qui soit, avec au palmarès Carlos Alcaraz en tennis, Armand Duplantis en athlétisme, Shai Gilgeous-Alexander en basket, on en retrouve aussi Islam Makhachev en MMA, Marc Marquez en MotoGP, Malcolm Marx en rugby, Marco Odermatt en ski alpin, Tadej Pogačar en cyclisme, Yannick Sinner en tennis ou encore Vitinha, le portugais du PSG, en football. Et le gagnant, ça fait écho aussi à l'équipe qui a surdominé son sport la semaine dernière. Il a aussi surdominé sa discipline. C'est Tadej Pogačar qui remporte cette récompense d'athlète étranger de l'année du CSC avec des votes assez clairement en sa faveur. Je dois le dire, je ne m'attendais pas à une aussi grosse domination. Il a été seulement 2 fois sorti du podium, mais il faut dire que c'est un nom, on l'a dit, UAE a tellement aussi dominé, le monsieur a tellement fait parler de lui, il est depuis plusieurs années déjà le monstre de son sport. Quand on pense cyclisme, aujourd'hui on pense Pogačar. Après, c'est pas forcément l'athlète que j'aurais mis numéro 1 personnellement. Moi, il me semble que j'avais mis Marquez numéro 1 parce que... Marco. Et pour ça, je dis dans tous les cas, je pense que est-ce que c'est pas l'une des catégories où il y a le plus de numéros 1 différents? Non, parce qu'il y en a quand même 2-3 qui sont quand même toujours relégués 10e, mais c'est vrai que Marc Marquez, il revient après surtout des années de galère et avec des blessures, des gros chocs physiques, et là il remporte ce 7e titre mondial. C'est fort. Il a archi dominé du début à la fin. Sa saison, oui. Ouais, c'est vraiment stupéfiant. Pogačar, pareil, mais j'ai envie de dire, ça fait depuis 2021 qu'il archi domine. J'aurais mis Marquez uniquement peut-être parce que justement il revient de là où il était, il revient du fond du trou, et alors que Pogačar, ça fait maintenant 5 ans qu'il est trop fort, quoi. Ouais, alors je suis à moitié d'accord avec cette info. Je dirais plutôt 2-3 ans où vraiment
Parce que être bon, être l'un des plus forts, d'accord, dominer les autres, dominer son sport. Là, si tu veux bien dire, depuis 5 ans, quelqu'un qui domine son sport, qui est dans la liste et qui est, il me semble, sur le podium, hein, si je ne m'avance guère, il est deuxième, tout simplement, du vote, c'est Armand Duplantis, par exemple, qui lui archi domine son sport. Voilà, pour le coup, j'ai vraiment hésité entre les deux, moi. Je crois même que j'ai mis Duplantis. Parce que je pense que Pogacar l'avait déjà gagné le titre l'année dernière. Et surtout, Duplantis, en fait, on se rend pas compte. C'est des sports qui sont moins médiatisés, mais on se rend pas compte. Le mec explose les records du monde, et centimètre après centimètre, tout en détente. À chaque fois, on sait qu'il va le faire quasiment. Il le fait, il repart, il reprend sa prime, et puis voilà. Mais au bout d'un moment, les scientifiques commençaient à dire, par rapport aux conditions physiques de l'homme, par rapport au matos, etc., il y a des hauteurs qui sont pas atteignables. Et lui, il a une facilité à monter. Il a atteint 6 mètres 30. Le 3, là, il y en a qui disaient, il y a encore 15 ans, qui disaient, on ne l'aura pas d'ici un siècle quand on aura des technologies de malade. Et puis surtout, de ce qu'on voit, souvent quand il passe au-dessus, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Et franchement, il n'y a personne... Enfin, je sais pas, hein, mais peut-être que je me trompe, mais s'il y a des gens qui peuvent me citer d'autres perchistes de très haut niveau, en fait, non, ils les effacent tous. Alors que Pogacar, bien sûr, il y en a. On peut revenir à Renaud Lavillenie pour dire qu'on en connaît. Là, il a été froissé, quoi, Renaud Lavillenie. Puis surtout, il en fin de carrière. L'idole de Duplantis. Hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, je trouve que Duplantis, on se rend pas assez compte, on n'en parle pas assez. C'est vraiment des exploits après exploits qu'il fait. Après, Pogacar, 20 victoires. Pogacar, on a l'impression qu'il joue. Quoi. Enfin, dès qu'il accélère, personne peut 20 victoires cette saison. L'an passé, c'était 24 victoires. Il est déjà sur toujours un sacré élan. Et dans le cyclisme, c'est très compliqué d'aller chercher ce nombre de victoires. Mais d'autant que c'est champion du monde, champion d'Europe dans l'eau, Tour de France. Tous les podiums des monuments, le premier de l'histoire à faire tous les podiums des monuments, et il en gagne 3 dans l'eau. Il est le seul avec Eddy Merckx, le grand Eddy Merckx avec qui on le compare, le cannibale, à faire pareille performance. Quintuple vainqueur d'affilée en fin d'année là, du Tour de Lombardie. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un gagne 5 fois de suite le même monument. Il fait mieux que la légende italienne Fausto Coppi, qu'il avait gagné 4 fois, qui est le monsieur Tour de Lombardie. Pogacar l'égal et en même temps l'éclipse. Derrière, c'est aussi l'Estrade Bianche, la Flèche Wallonne ou encore les 3 vallées varisines en petite victoire, plus les courses d'étape. Et comme on dit, il y a un collectif. Derrière, il y avait une machine pour pousser Pogacar. Et quand bien même il n'y avait pas l'équipe ou la machine qui allait derrière, il partait à 100 km de la ligne et il gagne. Et puis à chaque fois, ça passe. C'est ça qui, sur les championnats du monde, quand même, qui est une course vraiment mythique. À chaque fois, il s'impose. Puis je reviens à ce que disait Loïc, il s'amuse tellement qu'il envisage même arrêter sa carrière bien plus tôt. En fait, c'est ça qui est quand même assez fou. Il s'amuse tellement qu'il envisage à arrêter parce qu'il, je sais même pas s'il prend du plaisir en fait. Il a fini le jeu. Donc... c'est ça. On a l'impression, même très 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 loin en tête, on a l'impression juste il se balade, il est là en petite randonnée tranquille. Derrière les autres, ils sont en train de trimer pour essayer de le rattraper et puis lui, il a juste plié le game, quoi. Ouais, il a dépassé les 100 victoires cette année. Il a inscrit sa 100e victoire sur le Tour de France, ou juste avant le Tour de France. Il en est à 108 désormais. C'est 10 de plus que le coureur actif qui en détient le plus derrière lui. C'est Alexander Kristoff, le Norvégien, à 98. Taille est déjà devant. 24e coureur de l'histoire, le plus victorieux en professionnel aussi, avec ses 108 victoires. Et sa pire course d'un jour, je l'avais noté quand même pour rigoler, c'est 29e du Grand Prix cycliste de Québec, mais c'est parce qu'il y a eu un doublé français à la Philippe Sivakov, donc c'est normal, il laisse aussi un peu de la place aux autres. Et avant ça, juste après ça, à Montréal, Grand Prix de Montréal, il peut aussi décrocher une nouvelle victoire sur le Grand Prix de Montréal. Il a avec son équipier Brandon McNulty, et il dit, vas-y poteau, je te la donne, passe la ligne devant moi, tranquille. Immérité, hein, McNulty, mais bon, au vu du palmarès de Pogacar, tu peux te dire je t'en redonne une, vas-y, t'es tellement fort en plus, va écrire ta légende. Et même là, ils disent non, même des étapes de Tour de France, il est tellement à l'aise, il est tellement fort qu'il y en a certaines, ils disent j'ai les cannes d'aller gagner l'étape, j'ai pas besoin d'aller gagner l'étape. Parce que s'il veut, il fait rouler son équipe. Parce qu'à partir de la 13e étape, ouais, c'est ça, à partir de la 13e étape, il en avait donc déjà gagné 4 des étapes sur le Tour. En laissant passer quelques-unes stratégiquement aussi. Il avait laissé Ben Illy aussi partir loin devant, et lui, ça lui dérangeait pas de perdre le jaune, parce qu'il savait pertinemment que sur 2 semaines, il allait le récupérer. Derrière, du coup, c'est aussi tactiquement qu'il a été instinctif. Donc 20 victoires, en fait, il avait les cannes d'en avoir 30. C'est ça qui fait peur. Ce qui fait le plus peur, j'imagine. Puis je pense qu'il y a certains qui, peut-être... moi, je suis passionné de cyclisme, donc je vais toujours regarder le Tour de France, mais est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui, finalement, ne regardent même plus le Tour de France, ne regardent que les étapes de haute montagne parce qu'il est trop fort? Pourtant, à côté, quand même, il y a du monde. Hein. Il y a quand même Jonas Vingegaard, il y a quand même vraiment de... Oui, Mathieu Van Der Poel qui lui a le plus tenu tête en début d'année.
et qui lui n'est pas aligné de la même manière, qui n'est pas un coureur de général, mais sur les grands événements comme Paris-Roubaix, Van der Poel est resté maître. Milan-San Remo c'est aussi revenu à Van der Poel, mais pour combien de temps ces courses ne vont pas à un moment donné arriver dans le panier de Pogačar, lui qui veut, en quelque sorte, tu parlais de retraite à venir, il veut surtout juste essayer de compléter le Grand Chelem, et il lui manque entre autres ces 2 courses-là, puisque s'il devait un jour aller sur la Vuelta, c'est bon. Giro, c'est bon. En fait, on sait que c'est le Tour de France, il est bon. C'est la course la plus dure. Ça, c'est pas très grave. Enfin, c'est même pas. C'est vraiment ces courses-là un peu plus historiques et typiques. Et maintenant qu'il est double champion du monde, c'est une machine. Et on va pouvoir finir, messieurs, avec les quelques minutes qui nous restent, avec l'athlète français de cette année 2025. Je vous donne les 10 nommés. On avait le rugbyman Louis Biel-Barré, le footballeur Ousmane Dembélé, le judoka Johan Benjamin Gaba, l'athlète Jimmy Gressier, petit clin d'œil à Loïc, les nageurs Maxime Grousset et Léon Marchand, le footballeur Kylian Mbappé, je ne connais pas trop, le coureur de rallye Sébastien Ogier, le biathlète Éric Pirot, ou enfin le rugbyman Thomas Ramos. Et celui qui arrive en tête de ces votes, et là aussi avec une très très belle avance, et malheureusement mais sur Jimmy Gressier qui est un très solide deuxième, mais c'est Ousmane Dembélé, le Parisien, qui vient aussi... plus que personnellement, plus qu'individuellement, aussi englober tout ce qu'on a déjà dit sur le Paris Saint-Germain, sur cette équipe ultra dominante cette année, mais Ousmane Dembélé qui a aussi été décisif individuellement, évidemment, et récompensé de la plus haute distinction du football moderne, à savoir le Ballon d'Or, donc, en 2025. On le met là, je pense, tous aussi parce que ça nous a surpris. Son repositionnement en tant que numéro 9, ces dernières saisons qui n'étaient pas celles d'un joueur qu'on comparait à Mbappé pendant longtemps, dans le potentiel, etc. On avait toujours été très déçus. Et là, d'un coup, ça arrive très rarement dans le football, ce genre de retournement de situation. Souvent, quand les joueurs ils coulent ou alors qu'ils ne sont pas au niveau auquel on les attend, souvent c'est dans une dynamique négative que ça se passe. Là, il a retourné la situation. C'est du presque jamais vu, j'ai envie de dire. Luis Enrique a su l'utiliser parfaitement. Il a marqué dans les petits matchs, dans les grands matchs. Il a été énormissime. Après, pour moi, voilà, c'est des ballons d'or français. On en a déjà eu. Pas beaucoup, mais on en a eu. Et pour moi, ce qu'a fait Jimmy Gressier, c'est... Voilà, je vais défendre mon... C'est un deuxième premier à tes yeux. Ouais, non, c'est un premier. Parce que, là aussi, il y a la performance individuelle qui est plus marquante. C'est ça. Et puis en fait, on se rend pas compte du développement du football français comparé au développement de l'athlétisme français. Jimmy, il fait 13e des JO, mais pourtant il bat le record olympique de 4 ans d'avant. Il fait en 26,58. Record de France. C'est ça. Mais il bat le record olympique de... Non. Ah oui, non, sur son temps à lui, il est en gros, le gars d'il y a 4 ans, le champion olympique, il a fait moins bien que... Il fait 13e. C'est se rendre compte. Et il avait été pourtant vachement critiqué. Il y a eu pas mal de critiques cet été sur l'athlétisme français, sur les médailles et tout. C'est surtout avec David Douillet, et il lui a rendu l'appareil. C'est ça, on se rendait pas compte, mais on se rend pas compte de ce que c'est. Et puis là, depuis 1985, le titre du 10 000 mètres, il est quasiment tout le temps pris par des Africains. Et là, il nous lâche une perf vraiment folle. Et c'est un petit moment stat, mais c'est le 3e Européen seulement à décrocher l'or sur cette distance. Le dernier, c'était Alberto Cova, un des derniers en 83, en italien. Et après, c'était à l'époque, c'était les premiers mondiaux d'athlétisme. C'est ça. Et après, c'était Mo Farah. Mo Farah qui reste, une ref. Donc, c'est vraiment dingue. 9e athlète français à décrocher un titre de champion du monde en individuel. Mais le premier depuis Kevin Mayer en 2022 au décathlon. Donc, c'est vraiment dingue. Après, bien sûr, la performance de Dembélé n'est pas nuancée. Je trouve que elle est sympa. Et surtout, le point commun entre les deux, c'est qu'on ne les attendait pas forcément et qui nous ont surpris, nous ont fait rêver. Jimmy, avec ils ont passé un cap assez important, surtout que Dembélé, on peut parler de dire oui, d'accord, mais c'est pour la saison 2024-2025 qu'on récompense Dembélé. Et en fait, presque pas, puisque finalement, si je prends ses stats en club de la saison 2024-2025, c'est vraiment un clair et net qu'en 2025, il a été ultra décisif. J'ai même pas relaté spécialement les passes. Il finit la saison avec 35 buts, 14 passes en club. Et sur les 20 premiers matchs qu'il a joué, donc en 2024, il marque 8 buts, ce qui est quand même honnête et correct, puisque ça dépend le positionnement et le style de jeu. Mais en 2025, en club, 33 matchs, 27 buts, plus la dizaine de passes décisives, plus le pressing, tout son travail d'acharné que Luis Enrique lui a. Luis Enrique redisait encore que pour la finale de Ligue des Champions,
il avait plus été impressionné par le travail de pressing et le travail en premier rideau de Dembélé, plus que le doublé et passe de Doué, qui est quand même exceptionnel. Ouais. Mais il a surtout congratulé Dembélé avant de dire ça. Avoir la lucidité de mettre autant de buts en faisant autant d'efforts, c'est vraiment une saison exceptionnelle. Bon, pour le coup, j'aurais pu évoquer Vitinha, moi, sur la finale, parce qu'il est vraiment trop fort. Puis pour Jimmy, je force un peu, mais il gagne la Diamond League. Oui, la finale de Diamond League. C'est dingue. Et puis, je me rappelle, je sais pas si vous suivez un petit peu, mais Schropp qui fait médaille de bronze, je crois, il y a quelques années au championnat d'Europe à Berlin. Et tout le monde était en émoi. Et là, c'est un niveau encore au-dessus, donc c'est bien pour l'athlétisme français. Et puis c'est notre nordiste par rapport aussi à puis, chez nous. Et puis pour Dembélé, je pense que Adrien, t'as tout dit, c'est son année 2025. Vous voulez dire un truc, bien sûr, Owen? Moi, j'allais te dire que pour accentuer en fait finalement l'exploit de Gressier, Dembélé en fait c'est plus, il est quand même bien aidé par le collectif, qui vraiment donne des ballons, etc. Et il permet des fois, il a quand même. On est toujours bien sûr sur la difficile de dissocier sport collectif, sport individuel. C'est pour ça. Après. Mais d'après vos votes, il a été tout le temps premier ou deuxième, sauf un votant, et je vais le retrouver celui-là, qu'il a mis quatrième. C'est peut-être moi. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, mais en fait, à la fois il a été aidé par le collectif, à la fois il a porté le collectif, donc je pense que cette distinction, il la mérite vraiment. Ouais, tout à fait. Mathurin? C'est vrai qu'il a l'image de ce collectif de Luis Enrique, donc complètement réinventé, complètement fluidifié, mais je pense que par rapport à un Vitinha qui était déjà très bon en 2023-2024, alors pas au niveau où il était en 24-25, mais il est parti, je pense, de plus loin que certains autres joueurs. Et le fait d'arriver très facilement critiqué. Donc justement, c'est comme tu dis, c'est vraiment l'avant-après qui nous a choqués et qui dit ah oui, on l'a tellement facilement descendu. Et puis il a aussi eu vraiment des moments où même lui avouait que il trouvait pas le chemin du but. Il était pas bon, même en dehors dans l'extra sportif avec les retards, c'était un running gag, mais en fait ça l'a pénalisé, et surtout à Barcelone où il a eu cette étiquette un peu de joueur cher. Il avait été acheté 130 millions avec les bonus, tout ça. Donc c'était un des transferts les plus chers de l'histoire. Déjà à Dortmund, on le voyait. Il y avait eu des photos de son appartement là qui étaient sorties. Je sais pas si vous vous souvenez là, avec une hygiène de vie complètement déplorable, des snacks par terre et tout. Et donc ce changement radical, franchement, ça inspire le respect, et comme quoi il a vraiment un talent énormissime. Et il mérite. Pour moi, il est devenu aujourd'hui la référence quand on cherche un footballeur complet qui sait à la fois attaquer. Il y a aussi Kane pour moi qui est ce buteur-là, qui sait à la fois attaquer mais qui est bon également sur les retours défensifs. Physiquement aussi, il a d'autres attributs. Il a un jeu de corps, de tête. Pour moi, il a su réinventer le poste de buteur, entre guillemets. Après, c'est même pas vraiment un numéro 9. Il lui positionnait en 9, c'est un faux 9. Et Enrique a réussi à trouver un jeu collectif, sans justement avoir besoin de Colomwani, Gonzalo Ramos. Il a pu s'en passer largement. C'est des vrais numéros 9. Et Dembélé a pris cette place-là et a endossé ce rôle surtout. Et il l'a très bien endossé pour le coup. Peut-être que Enrique a su trouver les bons mots aussi, les bons termes, le bon jargon football que comprend Dembélé. Il s'aimait bien déjà à l'époque de Barcelone. Ils sont un tout petit peu fréquentés, c'est vrai. Et puis pour finir sur Dembélé, évidemment, avec plus que de revenir trop sur les stats, mais il est notamment le buteur des victoires 1-0 contre Monaco pour le Trophée des Champions. Il marque quand même en finale contre Monaco, il donne le titre. Il marque le 1-0 au 8e retour de finale de Ligue des Champions à Liverpool, qui permet d'aller au tir au but. Et il donne aussi ce but de la victoire demi-finale aller contre Arsenal, le 1-0, encore une fois. Double passeur décisif en finale de C1. On parle du pressing d'abord, mais il est aussi passeur en finale. Il a aussi brillé, et aussi au Mondial des clubs, buteur contre le Bayern, contre le Real. C'est pas du tout anodin. Voilà, messieurs, pour ces récompenses. Pas trop de plaintes? Pas du tout, c'était très, très bien. Beaucoup d'objectivité. Je vous donnerai en détail, bien sûr, je vais communiquer à toute la rédaction le détail des votes. De chacun non, le détail, le classement, Okay. Bien sûr. Et comme ça, vous pourrez commencer à rouspéter, à conspuer ceux qui se sont trompés ou pas. C'était plutôt assez cohérent, je trouve, quand même. Oui, ça va. On a compris que c'était Paris Saint-Germain et UE Emirates avec chacun leur représentant pour ce qui est des hommes. Exactement. Merci en tout cas à ceux qui nous auraient écoutés en direct ou en replay. Le Campus Sport Club, en cette fin d'année, va surtout vous souhaiter de belles fêtes de Noël. On va surtout essayer de revenir toujours aussi fort et toujours aussi compétitif en 2026, avec de toute façon des équipes rodées maintenant. Et d'ici là, on vous laisse avec les musiques de la nuit. On dit sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.